Cher président, chers sociétaires, chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir donc un nouveau sociétaire, monsieur Stéphane Schmitt, qui est directeur de recherche CNRS à l'Université de Lorraine aussi, et membre des archives Henri Poincaré. Alors je vous propose de retracer synthétiquement son parcours tel que nous l'avions vraiment apprécié avec Paul Montagne, son autre parrain. Alors, après un parcours universitaire parisien et l'école normale supérieure, une agrégation en sciences de la vie, un doctorat en épistémologie et histoire des sciences, Stéphane entre au CNRS où il devient directeur de recherche en 2012 et il va revenir dans sa Lorraine natale en rejoignant les archives Poincaré. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire des sciences de la vie, principalement du XVIIIe au XXe siècle, en relation avec l'essor des théories de l'évolution, avec une contribution qui est la sienne, une contribution réflexive à l'interface entre biologie de l'évolution et biologie du développement. Stéphane est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages scientifiques, de plus de 40 articles et notes scientifiques, et il est par ailleurs éditeur principal d'annotations et de dossiers critiques pour l'édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Académie des sciences. S'il s'est intéressé, comme vous avez pu l'entendre lors d'une journée précédemment ou en novembre dernier, s'il s'est intéressé à Pline l'Ancien et à son ouvrage Histoire naturelle qu'il a traduit du latin, Stéphane est également responsable de l'édition savante des œuvres complètes de Buffon, 17 volumes parus de 2007 à 2022. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, va faire précisément l'objet de sa conférence ce soir qui va vous être introduite par François. Alors je dirais simplement qu'après l'espace, le grand espace planétaire que nous avons entendu, après l'infiniment petit des nanoparticules, c'est le temps qui est aussi à l'honneur, le temps de l'histoire naturelle. En recevant Stéphane Schmitt comme sociétaire, l'Académie Lorraine des sciences accueille un membre qui nous a déjà convaincus de sa passion pour l'histoire des sciences, une passion qu'il a à cœur de transmettre au sein de la communauté scientifique et de diffuser auprès du grand public. Cher Stéphane, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'Académie Lorraine des sciences. Bien, donc c'est à moi d'introduire cette conférence. Je dirais que Stéphane Schmitt, on le connaît puisque il a donc, comme l'a dit Joël, il est intervenu sur un colloque sur Pline l'Ancien. Et là, aujourd'hui, il va recommencer, il va récidiver puisqu'il va nous parler de Pline de Montbard. C'est celui qu'on appelait le Pline de Montbard et j'ai nommé bien sûr Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, et qui lui aussi a fait l'histoire naturelle. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, il a tellement de choses à nous dire que je vais lui laisser la parole et donc modérer cette intervention. Voilà, merci Stéphane, à toi. Merci chère marraine, cher parrain, monsieur le président. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir parmi vous et de me permettre donc de participer à vos travaux. Ce que je ferai évidemment avec beaucoup de plaisir et dans la mesure de mes compétences. Alors comme vous l'avez souligné, je suis un petit peu entre les sciences dites dures et les sciences humaines puisque j'ai commencé ma formation comme en faisant des études de biologie et puis que j'ai bifurqué à un moment vers l'histoire des sciences. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment plus historien qu'autre chose. Mais je n'oublie pas évidemment mes origines et donc j'espère au travers de ce caractère un petit peu hybride de ma formation contribuer à vos travaux qui justement mêlent tous les domaines de la connaissance. Voilà, mais je ne vais pas parler plus longuement de moi, je vais tout de suite parler d'un personnage beaucoup plus intéressant qui est donc Buffon.
Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il existait un périodique manuscrit, donc vraiment manuscrit, c'était recopié par une tas de petites mains, qui était envoyé à un tout petit nombre de lecteurs privilégiés à l'échelle européenne, des têtes couronnées parmi eux. Ce périodique s'appelait la Correspondance littéraire. Et en avril 1788, voici ce que purent y lire les quelques privilégiés qu'il recevait. Monsieur le comte de Buffon est mort mercredi 16 avril à 2h du matin. S'il a survécu à tous ces systèmes, son génie survivra plus sûrement à tous ceux qui se sont élevés et s'élèvent encore sur leurs superbes débris. Il vient de fermer la barrière du plus beau siècle dont puisse s'honorer la France. Or, ce bref éloge funèbre, rédigé par le journaliste, un certain Jacques-Henri Meister, est sans doute l'un des plus beaux et des plus justes, malgré sa brièveté, à avoir été prononcé après la mort du naturaliste Buffon. En effet, Buffon était incontesté alors pour son génie littéraire. Il était unanimement considéré comme l'un des principaux écrivains du siècle qui venait de s'écouler, à l'égal de Voltaire, de Montesquieu et de Rousseau. Cette réputation, elle est d'ailleurs perdurée assez longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, avant de s'évanouir peu à peu. Alors actuellement, le grand public ne connaît plus guère, dans le meilleur des cas, vraiment dans le meilleur des cas, que quelques grandes pages de Buffon, comme le discours sur le style, par exemple, ou quelques pages animalières. Mais bon, en général, peu de choses. Il ne faut pas oublier pour autant que tous les grands auteurs des époques précédentes, de Chateaubriand jusqu'à Zola au moins, en passant par Balzac, Flaubert, Victor Hugo, tous ont formé leur goût et leur style à la lecture de Buffon. On peut dire en quelque sorte qu'en observant le peintre de la nature qu'était Buffon, ils ont appris à peindre, eux, l'âme humaine. Donc Buffon était un grand écrivain, reconnu comme tel, et même si on l'a oublié, il n'en reste pas moins un monument littéraire de la langue française. Mais d'un autre côté, Buffon était aussi un grand naturaliste et un philosophe dont l'influence avait été considérable. Or, de ce point de vue, la perception des contemporains était un peu plus ambiguë. En effet, Buffon avait eu le goût des grandes spéculations, de ce qu'on appelait à l'époque les systèmes, un peu hasardeux, et cela lui avait été reproché. Certains, comme le mathématicien d'Alembert, l'encyclopédiste, opposaient justement les qualités d'écrivain de Buffon à la fragilité relative de ses théories scientifiques. Et après sa mort, après 1788, ce genre de critique à l'égard de son héritage scientifique allait se multiplier. Alors il est certain que un grand nombre des idées scientifiques de Buffon, prises au pied de la lettre, ont été rapidement dépassées et parfois même avant sa mort. Pourtant, là où Meister voit juste dans ce jugement d'avril 1788, c'est lorsqu'il perçoit, au-delà de cette péremption d'un certain nombre de théories de Buffon, l'éternité du génie buffonien qui, lui, survivra à ses successeurs. Car à un niveau plus général, il est incontestable que l'inspiration qui sous-tend la pensée de Buffon a marqué profondément et durablement l'histoire des sciences et plus généralement l'histoire des idées. Par exemple, j'en parlerai brièvement tout à l'heure, mais en ce qui concerne la géologie et la cosmologie, on va retrouver un petit peu des histoires de planètes et de formation des planètes, mais enfin, on sera dans quelque chose d'un peu plus folklorique. Donc, si les scénarios imaginés par Buffon ont été tout de suite pratiquement démentis par les découvertes astronomiques, en revanche, la tentative qui était la sienne, consistant à reconstituer les étapes successives de l'histoire de la Terre depuis sa formation, même l'audace qu'il y avait de sa part à prétendre pouvoir dater précisément ces événements au moyen d'expériences et de calculs, la volonté même de comprendre comment le monde vivant avait pu se développer dans ce cadre, tout cela était de nature, à un niveau général, donc à imprimer une impulsion irréversible aux recherches et aux réflexions ultérieures. Aussi, n'est-il pas exagéré de dire, à la suite de Meister, que les superbes débris des systèmes de Buffon ont pour une large part servi de fondement aux sciences de la vie et de la Terre des siècles suivants. Et voilà donc de solides raisons de cultiver le souvenir de ce personnage, de lire, de relire peut-être, et en tout cas d'étudier ses ouvrages, dont maintenant je vais vous proposer un rapide aperçu. Alors, Buffon est né à Montbard, en Bourgogne, le 7 septembre 1707, dans une famille de magistrats.
la frontière entre la haute bourgeoisie et la petite noblesse, pourrait-on dire. Alors, ces études le mènent d'abord au collège jésuite des Gaudrans à Dijon, puis, conformément au destin que lui réservaient en principe ses origines familiales, à la faculté de droit à Dijon toujours, où il fréquente la jeunesse dorée locale et se constitue de durables amitiés. Mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait à la faculté de droit, mais il a sans doute pas étudié grand-chose parce que dès cette époque, sa passion, c'est pas du tout le droit, mais ce sont les sciences. Et plus précisément, les mathématiques. Et plus précisément encore, ce qui l'intéresse beaucoup à cette époque de sa vie, de sa jeunesse donc, ce sont les probabilités et le calcul infinitésimal, qui sont des sujets récents à l'époque. Ce sont des sujets qui ont été introduits au cours des décennies précédentes, et donc on est vraiment à la pointe de l'actualité en mathématiques. Et donc il s'intéresse à ça, et il entame une correspondance avec d'éminents spécialistes en France et ailleurs en Europe. Il entre ainsi en relation avec plusieurs personnalités importantes, comme Madame du Châtelet, ou le mathématicien et physicien Maupertuis. Mais aussi, et là on voit que le bonhomme était aussi, pensait aux sciences, mais pensait aussi à des choses plus terre à terre, il entre aussi en relation avec des hommes politiques qui vont devenir ses protecteurs. C'est tout ce que ça peut servir. Alors, au cours d'une petite période, il va voyager un peu dans différentes villes de France. On pense qu'il a étudié un peu la médecine quelque part, on n'en est pas bien sûr. Enfin, il fait un petit tour comme ça en France, puis en Italie. Et assez rapidement, il vient se réinstaller en France, à Paris et à Montbard. Et dès le début des années 1730, donc il entame un rythme de vie qui va être le sien jusqu'à la fin de ses jours, consistant à passer une partie de l'année à Paris, où il fréquente des collègues scientifiques, mais aussi la société dans son ensemble, et une autre partie de l'année à Montbard, sur ses terres, où entre-temps il a fait bâtir un hôtel particulier que vous voyez ici. Vous pouvez toujours le voir. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, si vous n'y êtes jamais allé, de passer à Montbard un jour. C'est un très beau lieu qu'il est intéressant d'avoir vu, je trouve. Et donc voilà, grâce à la fortune qu'il a héritée, il se fait construire cet hôtel particulier avec un superbe parc aux alentours. Il va passer là plus de la moitié de sa vie. C'est en général là qu'il travaille, et à Paris, il gère sa carrière, on va dire. Alors à cette époque, il s'intéresse toujours aux mathématiques et plus particulièrement à ce qu'on appelle le jeu du franc-carreau. Alors qu'est-ce que le jeu du franc-carreau ? Les mathématiciens peut-être ici le savent. C'est un jeu de hasard qui consiste à jeter un objet, par exemple une pièce de monnaie, sur une surface carrelée ou un parquet à latte. Et l'idée est de savoir quelle est la probabilité que cette pièce, par exemple, ou cet objet, coupe une rainure, une bordure de latte ou une frontière de carrelage, si c'est un carrelage. Donc c'est ce qu'on appelle des questions de probabilité géométrique, qui sont vraiment à l'époque donc très très intéressantes parce qu'elles connectent précisément donc la question du calcul infinitésimal avec la question des probabilités. Et donc Buffon va beaucoup s'intéresser à ça. Il écrit un mémoire. C'est-à-dire on parle toujours du problème de l'aiguille de Buffon. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette expression, généralement plutôt les mathématiciens. Voilà. Enfin, en tout cas, ça, il a acquis une certaine célébrité dans ce domaine. Et de fait, ce mémoire lui ouvre les portes de l'Académie royale des sciences, où il est élu mathématicien, donc fin 1733, début 1734. L'Académie royale des sciences, à l'époque, est installée au Louvre. C'est une institution relativement récente. Elle a été fondée sous Louis XIV, que vous voyez ici, donc dans les locaux de l'époque de l'Académie des sciences. Alors c'est pas comme aujourd'hui une institution où on rentre plutôt en fin de carrière quand on a déjà fait ses preuves. Au contraire, c'est plutôt une institution où on rentre jeune et on fait de la recherche. Ça équivaudrait, si on veut, à une institution comme le CNRS aujourd'hui, donc une institution publique, financée par l'État, et où on est censé produire des connaissances, généralement d'ailleurs dans l'intérêt de l'État. Donc c'est ce que fait Buffon, une fois rentré dans cette Académie royale des sciences. Donc il va poursuivre un petit peu ses travaux mathématiques, mais rapidement il va dévier vers des questions différentes. Alors des questions assez diverses. Au cours de ces années 1730, il va s'intéresser un peu à tout, au tannage des cuirs, aux fusées, procédés permettant de lancer des fusées, aux miroirs ardents, et aussi beaucoup à des questions qui ont trait à la culture des forêts, à l'exploitation des bois.
Questions qui pour lui sont intéressantes à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue pratique, parce qu'il possède des pépinières à Montbard, et donc il est lui-même un exploitant forestier. Donc cette dualité entre recherche fondamentale et recherche appliquée est pour lui un aspect très important, comme d'ailleurs d'une manière générale chez les scientifiques de l'époque. La frontière entre les deux est beaucoup plus poreuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. Donc des travaux assez divers d'académiciens, et Buffon aurait pu comme ça continuer une vie d'académicien, comme il y en avait beaucoup à l'époque, Réaumur et beaucoup d'autres qui ont été un peu touche à tout entre la physique, les mathématiques et les sciences de la vie. Mais il y a un événement qui se produit en 1739 qui va complètement changer sa vie. C'est un événement inattendu, c'est le décès d'un personnage qui s'appelle Dufay. Et ce personnage, c'est l'intendant, on dirait aujourd'hui le directeur ou le président du Jardin du Roi. Alors qu'est-ce que le Jardin du Roi ? C'est l'ancêtre de l'actuel Muséum national d'histoire naturelle avec le Jardin des plantes. Donc c'est une institution qui à l'époque est déjà vieille de plus d'un siècle. Elle a été fondée sous Louis XIII. Elle est plus modeste qu'aujourd'hui en superficie. Là, vous en voyez l'aspect donc fin 17e, début 18e, mais c'est à peu près dans cet état-là que Buffon la trouve donc quand il est nommé en 1739. Et donc il est nommé, je vous dis, de manière assez inattendue, d'une part parce que son prédécesseur est mort relativement jeune et rapidement d'une maladie foudroyante, ce qui n'était pas prévu, et d'autre part, d'autres que Buffon se seraient bien vus à la place d'intendant, d'autres qui étaient un peu plus versés que lui dans les questions d'histoire naturelle précisément, alors que Buffon à cette époque n'a pas vraiment à part ce qu'il a fait sur le bois, il n'a pas vraiment travaillé sur les sciences de la vie. Mais certainement que là, son entre-gens et ses relations avec le ministère ont joué. En tout cas, donc, il est nommé à la tête de cette institution et il va y rester jusqu'à la fin de sa vie, donc jusqu'en 1788, donc un demi-siècle pratiquement. Au cours de ce demi-siècle, il va considérablement enrichir cette institution, il va l'agrandir, acheter des terrains autour, faire construire des bâtiments, enrichir considérablement les collections, puisqu'il y a déjà à l'époque à la fois un jardin botanique, le jardin du roi, et un cabinet d'histoire naturelle, le cabinet du roi, donc l'ancêtre du muséum. Et donc Buffon va énormément enrichir les collections qui sont conservées dans ces locaux. Ces locaux ont été beaucoup remaniés évidemment depuis l'époque, par Buffon entre autres, mais aussi beaucoup au XIXe siècle. Mais on a une idée un peu des salles telles qu'elles étaient à l'époque par des gravures qui sont tirées donc des ouvrages de Buffon. Alors au-delà du caractère allégorique, en fait, les représentations des salles sont tout à fait réalistes. On le voit bien parce qu'il reste un meuble de cette époque qu'on peut toujours voir au Muséum à Paris, que vous voyez ici. Et donc vous voyez qu'on est vraiment tout à fait dans le style de ce qui est représenté. Donc voilà où Buffon arrive en 1739. Alors cette nomination évidemment a des conséquences pratiques sur sa carrière, mais elle a aussi des conséquences sur son activité scientifique. En effet, le ministre, quand il le nomme, lui donne une sorte de cahier des charges, à savoir le projet de publication d'un catalogue des collections conservées au cabinet royal. Et c'est l'origine de l'ouvrage qui va à partir de là l'occuper entièrement, ouvrage donc qui s'intitule L'histoire naturelle, et dont les premiers volumes vont paraître 10 ans après sa nomination en 1749. Je vais y revenir beaucoup plus longuement plus tard. Alors cette publication de l'histoire naturelle, c'est vraiment ce qui va faire la célébrité durable de Buffon. Les premiers volumes qui paraissent donc en 1749 sont immédiatement un immense succès, un succès chez les scientifiques mais bien au-delà. Et il consacre Buffon non seulement en tant que savant mais aussi en tant qu'écrivain. Et il est de ce fait élu à l'Académie française en 1753, donc peu de temps après. À l'occasion d'ailleurs de cette réception à l'Académie française, il prononce le fameux discours sur le style que commenteront des générations d'élèves jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est dans ce texte qu'on trouve la fameuse formule « le style est l'homme même ». Il prononce généralement de manière un petit peu modifiée en disant « le style c'est l'homme ». Bon. À partir de là, donc, Buffon va poursuivre sa carrière brillante.
vraiment, il va être couvert de gloire. Louis XV le fait comte de Buffon en 1772, ce qui est vraiment le comble de la réussite sociale sous l'Ancien Régime. Et donc, à partir de là, il est riche, admiré, comblé d'honneur, il correspond avec les souverains de l'Europe entière, et il va passer de cette manière les dernières décennies de sa vie à compléter son œuvre et à jouir à la fois de sa gloire et des agréments donc de la splendide propriété qu'il s'est fait bâtir à Montbard. Voilà, donc une carrière brillante qui tranche avec beaucoup de philosophes des Lumières qui ont eu des carrières un petit peu plus chaotiques et persécutées. Ce qui explique peut-être que la postérité soit moins tendre parfois avec Buffon qu'avec d'autres, parce qu'on n'aime pas trop les gens qui ont réussi, on préfère souvent les gens qui ont souffert. Lui, il a pas trop souffert, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'en viens à cet ouvrage, l'histoire naturelle, qui occupe Buffon entièrement à partir de 1749 et jusqu'à sa mort. Donc à l'origine, Buffon s'était engagé seulement à publier un catalogue des collections royales. Et puis, sans qu'on sache exactement comment, ce projet qui était au départ modeste est devenu une œuvre absolument monumentale et encyclopédique, qui est l'une des entreprises éditoriales et intellectuelles les plus ambitieuses du siècle des Lumières. Alors, un prospectus paru en 1743, donc 9 ans après la nomination, mais 1 an avant la parution des premiers volumes, montre déjà cette évolution. Dans ce prospectus, Buffon prévoit déjà 15 volumes, ce qui est déjà pas mal. Et donc, il donne un plan prospectif, hein, dans lequel donc il annonce qu'il va traiter d'un certain nombre de généralités, mais ensuite de la totalité des productions naturelles, de l'homme aux minéraux, en passant par les animaux et les plantes. Ça, c'est l'état donc du projet en 1748. Et de fait, donc 3 ans plus tard, les premiers volumes paraissent. Donc ici, vous voyez un volume de la première édition de l'histoire naturelle avec une reliure de l'époque. C'est des reliures, c'est des volumes in quarto, donc grosso modo le format d'un manuel scolaire d'aujourd'hui, on pourrait dire, pour vous donner une idée de l'échelle. Et il y aura en tout donc 36 volumes qui vont paraître jusqu'à la mort de Buffon, enfin le dernier de manière posthume en 1789. Ici, vous voyez donc la série complète avec une reliure là par contre qui est les volumes eux-mêmes sont bien ceux du 18e, mais la reliure a été refaite, je pense, au début du 19e. Si vous comptez, vous en trouverez 44 et pas 36. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En tout cas, 36 volumes que Buffon réalise lui-même. Donc 36 volumes, c'est plus que 15, et malgré ça, il ne va pas arriver à aboutir à compléter ce qu'il avait prévu de faire au départ. En fait, dans ces 36 volumes, donc il ne va couvrir qu'une partie du programme qu'il s'était fixé initialement. Puisque quand il arrive au 15e volume, donc qui était censé au départ être le dernier de l'ensemble, donc ce 15e volume paraît en 1767, on est déjà presque 20 ans après la parution des premiers volumes et près de 30 ans après la nomination à l'intendance du Jardin du Roi. Et donc Buffon, en 15 volumes, déjà ça lui a pris beaucoup de temps, il se rend compte que il n'a réussi à traiter qu'une toute petite partie de son projet, à savoir les généralités, l'histoire naturelle de l'homme et les quadrupèdes vivipares, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les mammifères moins les cétacés. Et donc, à ce moment-là, il décide de scinder l'histoire naturelle en plusieurs séries autonomes. Donc, vous les voyez ici. Le plan est indiqué sur cette diapositive. Donc, il va avoir le temps de traiter encore des oiseaux, des minéraux. Il y a une série de suppléments et c'est tout. Donc, à la fin de sa vie, il n'a pu traiter, vous voyez, que les généralités, une toute petite partie des animaux, les minéraux, et donc il manque une grande partie de la zoologie et toute la botanique. Alors, par contre, il va s'adjoindre un certain nombre de collaborateurs, donc certains qui ont rédigé des parties d'histoire naturelle qui ont été publiées sous son nom, Daubenton et Guénoud de Montbéliard, j'en reparlerai un petit peu par la suite. Et il y avait un collaborateur un peu plus jeune, qui est Lacépède, qui va lui poursuivre, après la mort de Buffon, l'histoire naturelle en publiant 8 volumes supplémentaires sur les reptiles, les poissons et les cétacés. Et donc ce sont ces 8 volumes que souvent on intègre à l'histoire naturelle, donc que vous voyez ici, hein, qui sont souvent mis dans la série complète. On peut les compter ou pas,
Il y a des raisons pour, il y a des raisons contre. La CEPED s'est beaucoup conformée au modèle buffonien, mais évidemment, c'est pas Buffon qui a agi dans ce cas-là. Alors, on voit à la page de titre du premier volume l'évolution en fait du projet entre 1739 et donc 1749. Initialement, c'était donc un catalogue des collections royales. Donc, le projet de catalogue, il n'a pas disparu, il est toujours là. Simplement, on voit, il est passé en deuxième partie, avec la description du cabinet du roi. C'est ça le catalogue. Donc, on voit que c'est passé en sous-titre en fait. Et non seulement c'est passé en sous-titre, mais comme je vous le disais précédemment, c'est même pas Buffon qui va faire lui-même cette partie-là. Il la confie à un collaborateur, donc Louis-Jean-Marie Daubenton, qui est un compatriote de Buffon, et également originaire de Montbard, qui l'a fait venir, un médecin, anatomiste, et qui va donc rédiger une grande partie de l'histoire naturelle, toutes les parties descriptives, anatomiques, et toute la partie muséologique, justement l'ancien catalogue. C'est Daubenton qui va s'en charger. Daubenton, par ailleurs, qui est un personnage important, il est resté dans l'ombre de Buffon, y compris au regard de l'histoire. C'est un peu injuste parce que ça a été aussi un grand personnage, un grand savant. C'est pas simplement une station de métro à Paris. Et il n'a rien à voir avec Sancier non plus, pour ceux qui connaissent un peu le quartier latin. Donc c'est aussi un savant qui mériterait peut-être plus tard un autre exposé. En tout cas, voilà, il fait partie des auteurs de l'histoire naturelle puisque Buffon lui a confié donc une partie importante de l'ouvrage. On voit aussi dans ce titre apparaître quelque chose d'important, c'est la formule générale et particulière qui a son importance parce que Buffon proclame bien par là que l'histoire naturelle qu'il va faire, non seulement donc elle est particulière au sens où elle va s'attacher à décrire tous les objets particuliers du monde, toutes les plantes, tous les animaux, tous les minéraux, mais elle est aussi générale. C'est-à-dire que il se propose de ne pas rester à un niveau descriptif, mais de chercher des explications théoriques d'ordre général. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit à l'époque, parce que c'est plutôt quelque chose qui est du domaine de la physique à l'époque. La physique et l'histoire naturelle sont deux disciplines généralement assez séparées. La physique englobe aussi une partie des sciences de la vie, mais généralement l'histoire naturelle est réputée une discipline descriptive et pas explicative. Buffon, lui, veut tout faire. Donc 36 volumes. Alors que trouve-t-on dans ces volumes ? Eh bien, une immense diversité thématique. La liste que je donne ici n'est pas destinée à être lue, c'est plus une sorte d'inventaire à la Prévert que je voulais vous mettre sous les yeux pour vous donner une idée simplement de l'immense diversité des sujets qui sont abordés par Buffon dans l'histoire naturelle. Parce que l'histoire naturelle de Buffon, un petit peu comme l'histoire naturelle au temps de Pline, pour ceux qui ont suivi l'histoire naturelle dans la conception qu'en a Buffon, c'est un champ énorme qui ne couvre pas simplement donc la description des objets naturels, mais ça recouvre des questions scientifiques générales et au-delà encore des questions philosophiques. Et de fait, je pense que à peu près toute personne, tout 18e, tout spécialiste de l'histoire des idées, de l'histoire des sciences, de l'histoire de la littérature, l'histoire de tout à peu près au XVIIIe siècle, pratiquement tout le monde est amené à un moment donné à tomber sur un texte de Buffon parce qu'il a parlé du sujet qui nous intéresse. C'est vraiment un ouvrage absolument foisonnant de ce point de vue-là, et vraiment bien au-delà du domaine de l'histoire naturelle et même des sciences telles qu'on pourrait en avoir une idée limitée. Alors bien évidemment, je ne vais pas ici détailler tous ces contenus. J'ai simplement survolé un peu l'œuvre et puis m'attarder sur quelques aspects parmi les plus importants. Alors justement, parmi les aspects, parmi les passages les plus importants de l'histoire naturelle, il y a les 3 premiers volumes de 1749 qui comprennent donc une grande partie des généralités. Alors on trouve d'abord dans ces volumes un long texte introductif d'une 60aine de pages, dont nous avons parlé tout à l'heure avec un des membres de cette société, qui s'intitule « Le premier discours de la manière d'étudier et de traiter de l'histoire naturelle ».
Alors c'est un texte, bon, comme son nom l'indique, où Buffon va exposer sa méthodologie, mais c'est bien plus que ça. Et c'est un texte qui, à bien des égards, devrait figurer au programme de philosophie, au moins des facultés. Or, il est souvent négligé par les historiens de la philosophie. C'est bien un tort, parce qu'on y trouve abordé beaucoup de problèmes philosophiques et épistémologiques généraux qui sont pour beaucoup toujours d'actualité de nos jours. Alors, par exemple, Buffon se pose la question de ce que c'est que la vérité mathématique et de la différence entre vérité mathématique et vérité physique. Quelle est la place des mathématiques dans les sciences de la nature? Une place que Buffon conteste, un petit peu à contre-courant de sa propre histoire, puisque lui-même a commencé en étant mathématicien, et puis à contre-courant un peu de l'histoire de l'époque, puisque là, dans le fond, on peut dire que l'histoire, la physique moderne s'est construite, et les autres domaines scientifiques se sont largement construits en se mathématisant à partir du XVIIe siècle. Buffon porte un regard critique sur cette position des mathématiques en sciences. Lui, il pense que c'est souvent trop simpliste. Alors évidemment, il n'a pas du tout les idées qu'on peut avoir aujourd'hui sur la physique du chaos, etc. Mais il pose des questions qui, à un niveau général, sont toujours intéressantes pour un esprit actuel. Il s'intéresse également à la part respective de l'observation de détail et de la spéculation dans la science. Et pour lui, ce sont deux piliers qui sont absolument nécessaires l'un et l'autre. Il dit la chose suivante: l'amour de l'étude de la nature suppose dans l'esprit deux qualités qui paraissent opposées, les grandes vues d'un génie ardent qui embrasse tout d'un coup d'œil, et les petites attentions d'un instinct laborieux qui ne s'attache qu'à un seul point. Voilà. Beaucoup d'autres thèmes encore abordés dans ce premier discours, comme l'origine des connaissances, le rôle des sens dans l'acquisition que nous faisons de la connaissance du monde, etc., etc. Texte donc très important dans l'histoire de la philosophie. Alors vient ensuite une longue partie sur la cosmologie et la géologie. Alors ce choix est assez original en 1749, ce choix consistant donc à commencer une histoire naturelle par des questions de géologie et de cosmologie. Non pas que ces questions soient ignorées des savants de l'époque, hein. Il y a une histoire de la géologie qui est bien antérieure à Buffon, même chose pour l'histoire de la cosmologie, mais généralement c'est complètement séparé de l'histoire naturelle. Là, Buffon, en mettant ça au début de son ouvrage, il veut montrer que pour lui, il est essentiel de bien fixer le cadre dans lequel se développent les êtres vivants et toutes les productions qu'on trouve sur le globe. Il faut bien avoir une vision d'ensemble de ce cadre où se situent les productions naturelles pour justement bâtir à partir de là des théories explicatives et générales. C'est pour lui une manière de voir la nature en grand, de ne pas se contenter de décrire des faits isolés, mais vraiment d'essayer de dégager une logique d'ensemble dans la nature telle qu'on peut l'observer. Alors dans les détails, il faut bien reconnaître que la cosmologie et la géologie de Buffon, prises à la lettre, n'ont pas durablement marqué l'histoire de ces disciplines. Du moins au sens où on pourrait l'entendre dans une histoire des sciences qui serait purement positiviste. Je prends juste l'exemple de la formation des planètes. Il y a une théorie géologique, mais il y a aussi une théorie sur la formation des planètes que vous voyez représentée ici de manière allégorique. La théorie de Buffon, elle consiste à dire que pour expliquer la formation du système solaire, la seule cause possible, c'est une comète qui serait tombée sur le Soleil et qui en aurait expulsé une sorte de giclée de matière en fusion. Et cette matière en fusion, donc en se mettant sur orbite, elle aurait formé des gouttelettes, donc les futures planètes, qui se seraient refroidies et donc tourneraient dans le même sens, toujours comme ça, dans le même plan pratiquement, conformément donc à leur plan d'éjection initial. On voit peut-être pas très bien sur l'image, mais en fait quand on regarde dans le détail, on voit bien la comète qui tombe sur le Soleil et donc qui produit cette sorte de nuée. Bon, alors le personnage divin qui est représenté, il fait, quand on regarde dans le texte, il n'est pas du tout présent dans le texte, hein, mais là il est certainement présent pour dire aux éventuels censeurs, gros, certes la théorie que je propose, elle n'est pas très conforme à ce qui est raconté dans la Genèse, mais je suis un bon chrétien quand même. Voilà. Les rapports de Buffon à la religion sont une autre histoire. Voilà, en tout cas, sa théorie est bien
représenté ici par la comète et le Soleil. Donc évidemment, c'est faux, si vous voulez. Et même assez rapidement, on s'est rendu compte dès l'époque que, par exemple, Buffon supposait une certaine densité des comètes qui n'était pas du tout la densité réelle. Donc, cette théorie est fausse. Maintenant, dans l'ambition qu'il y avait de la part de Buffon à essayer de fonder tout de même une théorie physique de l'explication des planètes, ça c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et ça a suscité beaucoup de travaux ultérieurs. Alors, parmi les autres thèmes que Buffon aborde, il y a celui de la reproduction et du développement. Donc c'est l'un des sujets qu'il a étudié le plus lui-même en personne. Il a fait venir un microscopiste anglais. Vous voyez en fait ici la représentation de ces expériences. Vous voyez Buffon qui discute avec donc son collaborateur anglais qui est l'abbé Needham. Donc ils sont assis à un bout de la table, et puis pendant ce temps vous avez des collaborateurs qui font eux-mêmes les expériences. Ça donne aussi une image de la manière dont on perçoit l'expérimentation quand on est un grand personnage au XVIIIe siècle. On se met pas les mains dans le cambouis, il y a des collaborateurs pour ça. Voilà. Donc Buffon, de la même manière, va à partir de là proposer une théorie de la reproduction qui est totalement fausse de notre point de vue actuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant que le temps passe, mais ce qu'on peut simplement en retenir, c'est que malgré sa fausseté, cette théorie a largement ouvert la voie à des développements ultérieurs beaucoup plus prometteurs quant à eux, en mettant en avant tous les inconvénients des théories qui existaient à l'époque, en fait, qui étaient des théories de la préexistence, selon lesquelles les êtres vivants étaient des petits germes préformés, soit dans les ovules des femelles, soit dans les spermatozoïdes des mâles. Et donc Buffon sa propre théorie n'était pas juste, mais au moins il a montré que les théories antérieures étaient fausses. Alors, la suite de l'histoire naturelle est consacrée à la zoologie. Donc c'est la partie qui a finalement laissé le plus de traces dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif, à la fois par son iconographie qui est très riche, et puis par les textes. Buffon a laissé de très belles pages sur le cheval, sur le chien, sur le chat. Il est moins gentil pour le chat, mais bon, c'est littéraire, d'un point de vue littéraire, ce sont de belles pages quand même. Et donc c'est une partie qui donc a laissé vraiment beaucoup un énorme impact sur la littérature, aussi sur la pensée, parce que Buffon aborde aussi à propos des différents animaux toutes sortes de thématiques générales. Par exemple, il aborde la question du régime végétarien, question d'actualité. Il n'est pas très pour les auteurs qui déjà à l'époque recommandent un régime végétarien. Il traite des questions de physiologie. Très important dans cette partie zoologique, il envisage la question de la possibilité d'une transformation des espèces. Alors, il réfléchit beaucoup à ce sujet. Finalement, il va dire non. Il rejette l'hypothèse transformiste. Donc, ce n'est pas un précurseur de Darwin, comme on peut le lire parfois. Cela étant, on voit que c'est une question qu'il a littéralement obsédée. Et donc déjà, il met la question sur la table, ce qui va largement ouvrir la voie à ses successeurs, comme Lamarck, qui a été l'un de ses élèves. Et puis même lui-même, au cours de sa vie, il va progressivement tendre à considérer que certes, on ne peut pas passer d'une espèce à une autre. Ça, pour lui, c'est pas possible. Il y a des barrières d'espèces qui font que les espèces sont fixées et ne peuvent pas se transformer l'une en l'autre. En revanche, au sein d'une espèce, il va de plus en plus admettre, à mesure que les années passent, qu'il peut y avoir des transformations assez importantes. Et donc, il va finalement adhérer à une sorte de ce qu'on pourrait appeler un transformisme limité. Là encore, ça facilitait largement l'émergence des premières véritables théories d'évolution, donc au tout début du XIXe siècle, donc juste après lui. Vous voyez quelques images iconographiques. Une image anatomique qui rappelle que Buffon, certes, il y a des choses jolies chez lui, mais il y a aussi de la science. Il y a une partie de dissection. Alors c'est fait par Daubenton, cette partie-là, mais ça n'empêche que ça a aussi eu un rôle très important sur le développement de l'anatomie animale et de l'anatomie comparée.
Alors, après les quadrupèdes, viennent les oiseaux. J'aurais pas trop le temps d'en parler. Les oiseaux qui ont sur lesquels Buffon a passé beaucoup de temps et pour lesquels il a fait appel à différents collaborateurs. Je vais essayer d'aller un peu plus vite et pas dans le même ordre que ce que j'avais prévu, mais ça ne fait rien. Voilà, Buffon, voyant son âge avancé et se rendant compte qu'il pourrait pas tout faire tout seul, s'est adjoint donc des collaborateurs. Donc d'une part, il a le Guénaud de Montbéliard, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a rédigé certains chapitres de l'histoire naturelle des oiseaux, mais il a aussi fait appel à une plus petite main, qui était l'abbé Bexon, un Lorrain. Et l'abbé Bexon, lui, rédigeait des premiers jets de certains chapitres sur les oiseaux que Buffon ensuite reprenait en modifiant plus ou moins, et donc il signait de son nom. Donc Bexon n'a rien signé, contrairement aux autres collaborateurs, Guénaud de Montbéliard et Daubenton. Alors l'avantage, c'est qu'on a les manuscrits. On a en tout cas une partie. Et donc, au Muséum d'histoire naturelle à Paris, on a les manuscrits, donc on a souvent la première version par Bexon et ce que Buffon en a fait. Alors, on voit que parfois, il n'a pas changé grand-chose, qu'on c'était très descriptif, très terre à terre, mais on voit que souvent, il a complètement modifié le texte. Alors, je ne vais pas prendre le temps ici de vous lire ce texte, je pourrais, de toute façon, il est sur le site, mais vous voyez, en fait, Buffon, l'écrivain à l'œuvre. Et on voit là donc à la fois que Buffon était un grand savant, mais que c'était aussi vraiment un écrivain qui peaufinait son texte dans les plus petits détails et d'une manière extrêmement soigneuse. L'autre particularité des oiseaux, c'est que Buffon a publié 2 éditions en parallèle. Donc il y a une édition en noir et blanc sur le même modèle que les quadrupèdes, avec le même type d'image, que vous voyez ici. Donc ça ressemble dans le style à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les animaux quadrupèdes. Mais par ailleurs, Buffon pensait que la couleur était un aspect absolument important et incontournable pour la description des oiseaux par rapport aux mammifères. Et donc, il a publié une édition en parallèle avec des planches enluminées à la main. Donc, ce sont des gravures qui étaient peintes à la main. Donc, ça représentait un travail monumental parce qu'il y a à peu près 1000 planches, comme celle que vous voyez ici. 1000 planches qui étaient produites chacune à 450 exemplaires. Donc, vous voyez, ça fait 450 000 planches qui ont été chacune peintes à la main. Donc, c'était une gravure en noir et blanc qui était ensuite peinte par une armée de petites mains. Il y avait 80 illustrateurs qui ont produit ces volumes. Aujourd'hui, on trouve parfois la série entière qui coûte évidemment une fortune. On trouve plus souvent des planches isolées, dont je vous ai mis quelques exemples pour le plaisir des yeux. Voyons ici la comparaison entre un perroquet en noir et blanc et un perroquet en couleur. Bon, les planches en noir et blanc ont été soignées elles aussi, en particulier le décor qui est en général absent sur les planches en couleur. En revanche, il est très soigné sur les planches en noir et blanc. Voilà. Ici un oiseau en vrai et en représentation par les soins de Buffon, avec ses illustrateurs, ici des petits caudrons échelettes. Voilà. Donc, ces planches, d'ailleurs, il faut savoir, donc elles ont un intérêt esthétique. Déjà à l'époque, évidemment, elles s'arrachaient à prix d'or, mais elles ont vraiment un intérêt scientifique. Elles avaient pour Buffon un intérêt scientifique. Pour lui, c'était vraiment important de pouvoir représenter la couleur pour des questions de classification des oiseaux, de ce qu'on appelle aujourd'hui la taxonomie. Et de fait, ces planches, beaucoup d'entre elles sont toujours utilisées par les ornithologues parce que certaines représentent des espèces qui ont été décrites pour la première fois dans cet ouvrage et elles ont donc ce qu'on appelle une valeur de type pour définir des espèces. Donc on les trouve parfois mentionnées dans des articles d'ornithologie aujourd'hui. Voilà. Donc ce cas des oiseaux finalement illustre assez bien cette dualité de l'œuvre de Buffon, qui est à la fois esthétique visuellement, mais aussi dans les textes, et surtout dans les textes, si on veut, mais qui a aussi une valeur scientifique et qui a à cet égard largement marqué donc l'histoire des sciences et des idées. J'en le disais tout à l'heure, pour ne prendre qu'un exemple parmi beaucoup d'autres,
il y a les sciences de l'évolution, hein. Même si Buffon n'a pas été un partisan de l'évolution des espèces, l'histoire des sciences de l'évolution n'aurait certainement pas été la même en son absence. À preuve donc pour preuve le cas de Lamarck, son élève, qui va lui proposer une théorie réellement transformiste autour de 1800-1802, donc dans la continuité de Buffon. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné ici un aperçu. J'ai pas dit évidemment tout ce que j'aurais pu dire. J'aurais pu parler aussi de l'âge de formation de la Terre pour rebondir aussi avec des questions de cosmologie. Mais voilà, l'essentiel pour moi était de vous donner une idée un petit peu de la profusion des thématiques et de l'importance de cet auteur, à la fois comme écrivain et comme savant et philosophe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant de faire le lien entre toutes ces interventions aujourd'hui. Alors, Buffon, est-ce que ça passionne à notre époque? Oui, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui, sur le parallèle entre ça aussi, il y en a un avec l'encyclopédie qui était contemporaine. Oui. Alors, il y a eu des liens. Alors, Buffon ils se connaissaient tous, évidemment. Buffon était, alors, ses relations avec d'Alembert n'étaient pas extraordinaires. En revanche, ses relations avec Diderot étaient bonnes. Et ils avaient vraiment une certaine complicité scientifique, parce que, même s'ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur les différentes théories, il y a une audace chez Buffon qu'on retrouve chez Diderot et réciproquement. Alors, Buffon a probablement été sollicité pour participer à l'encyclopédie. Sans doute qu'il n'y a pas été lui-même, parce qu'il s'est bien rendu compte que ça allait devenir un peu sulfureux. Mais par contre, il a envoyé Daubenton. Donc, une grande partie des articles d'histoire naturelle de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, hein, a été rédigée par Daubenton. Et on trouve d'ailleurs dans l'encyclopédie beaucoup d'échos, hein, parce que chronologiquement, donc les premiers volumes de Buffon paraissent en 1749, le premier volume de l'encyclopédie 1751. Donc les encyclopédistes ont le temps de prendre connaissance des idées de Buffon, qui sont quand même pas mal dans les 3 premiers volumes, et de fait, Diderot et d'autres les exploitent assez largement dans l'encyclopédie, y compris d'ailleurs les théories géologiques. Il y a du plagiat, là, à notre époque, on aurait dit ça. Donc. À l'époque, on est moins sensible à ces questions d'emprunt, disons. Alors, Jacques Ducloix, qui s'intéresse beaucoup à Buffon. Oui, de manière très récente, parce que mes souvenirs de Buffon, il y a 3 mois, étaient quasiment nuls. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais pas forcément trop intéressé par la littérature pour différentes raisons. Et par contre, je me suis intéressé au numérique et notamment aux bases de données. Et j'ai effectivement découvert Buffon à l'occasion de cette conférence. Alors, j'avais fait, je travaille beaucoup sur les bases de données et les wikis qui sont à structure encyclopédique. Et j'avais fait, comme j'avais beaucoup de difficultés pour travailler dans tous les domaines, j'ai essayé de trouver pour faire des travaux pratiques un sujet qui me paraissait facile pour tout le monde, en gros, en première approximation, les animaux. Donc j'ai créé il y a quelques mois un wiki sur les animaux, en faisant travailler par exemple mon petit-fils un jour de pluie pour recopier un article d'ouvrage tiré de Buffon pour la jeunesse. Et puis donc, à l'occasion de cette conférence, il y a 1 mois et demi, je me suis dit, tiens, je vais plonger un peu là-dedans. Alors, l'expérience que j'ai faite, j'ai commencé à prendre quelques articles sur les animaux pour les rééditer. Alors, je me suis rendu compte, là, il y avait derrière un monde infini, assez extraordinaire, parce que chaque article fait référence à Aristote, à Pline, et donc rien que traiter un article d'un point de vue hypertexte. Traiter un article d'un point de vue hypertexte, ça veut dire le traiter complètement, résoudre les références bibliographiques, résoudre les liens, et du coup, ça amène à travailler en profondeur dans l'article, et j'ai découvert rien que sur les animaux, sur quelques animaux, le chat, le coati ou la loutre,
des choses assez extraordinaires. Alors notamment, par exemple, dans le Coati, un tas de références sur des articles d'explorateurs. Donc traiter Buffon en détail veut dire aussi traiter toutes les explorations. Donc je me demande s'il n'y aurait pas un énorme un projet numérique assez fantastique à faire en rééditant l'encyclopédie, d'ailleurs, les travaux de Buffon, Pline, de façon détaillée, et pour arriver à constituer avec ça une bibliothèque dans laquelle les livres ne sont pas juxtaposés, mais sont en interopération. Et puis j'ai une autre idée, parce qu'après j'ai traité l'introduction, le premier, de la manière de faire une histoire naturelle, et je dois avouer que j'étais extrêmement séduit, parce que je me dis que c'est exactement la réflexion qu'on devrait avoir pour créer une encyclopédie numérique au XXIe siècle. Parce qu'il n'y a pas d'encyclopédie. Wikipédia, c'est une collection, l'encyclopédie du XXIe siècle n'existe pas. Wikipédia, il n'y a pas de pensée générale. Il y a une accumulation d'articles. Ce qui me semblait essentiel dans le travail de Buffon, c'est qu'il y a une pensée. Même si les choses sont un peu désordonnées. On n'est pas dans D'Alembert, c'est A, B, C, D, E. Enfin, on a une structure encyclopédique un peu par ordre alphabétique. Et là, ce qui m'a séduit, c'est que c'est autre chose. Bon, mais j'ai peut-être assez parlé, mais je crois que c'est effectivement passionnant de s'intéresser à Buffon, et merci de m'avoir donné l'occasion. Oui, en fait, vous soulevez pas mal de questions qui sont vraiment très intéressantes du point de vue de la recherche. Alors, dans le fond, moi, ce que je fais dans l'édition critique, ça rejoint un peu ce que vous faites. Alors, c'est pas du numérique, hein, mais il s'agit de faire le bilan de toutes les sources que Buffon a utilisées. Et de fait, alors c'est en partie un ouvrage de compilation, mais Buffon le revendique. Hein. Il dit lui-même, il recueille toutes les connaissances disponibles de son temps sur tel ou tel animal, donc forcément il va chercher dans la littérature existante, mais il donne ses sources à chaque fois. Donc il y a un caractère hypertexte, oui. Très important dans l'histoire naturelle, et donc en tant qu'éditeur scientifique, l'une de mes principales tâches, celle qui me prend d'ailleurs le plus de temps, c'est de vérifier les sources, éventuellement d'en retrouver quand il les a pas dites, etc. Donc alors les encyclopédistes font généralement la même chose, hein. Je parle des collaborateurs de Diderot d'Alembert, donc il y a des parties qui sont totalement inédites et puis d'autres qui sont de la compilation d'ouvrages antérieurs. Évidemment, la grande différence dans le cas de Buffon, c'est qu'il y a un maître d'œuvre. C'est-à-dire que dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert, chaque auteur chaque article est rédigé par un auteur, et donc il se préoccupe pas forcément beaucoup de ce qu'ont fait les autres. Là, il y a un maître d'œuvre. Même ses collaborateurs les plus éminents comme Daubenton et Guénaud de Montbéliard travaillent sous ses ordres, enfin disons conformément à son projet. Donc, comme vous dites, il y a une homogénéité de l'œuvre, et même, c'est ça qui est amusant, c'est que même Lacépède, après la mort de Buffon, va se mouler dans va se fondre dans ce modèle de type d'écriture qui à la fois est de la compilation, mais pas que de la compilation, parce que vous voyez que Buffon est un écrivain aussi. Donc c'est un jeu très subtil d'intertextualité et de création littéraire en même temps. Et donc effectivement, sans doute, alors moi je fais ça un peu à l'ancienne, mais il est incontestable qu'une approche numérique de ce texte certainement serait intéressante et amènerait des connaissances nouvelles. Alors, Francis Dallacio et Jean-Pierre Jolas, parce que je vois que François fait un très bon résumé de la discussion, et donc je le laisse écrire, et je reprends la main. Alors, Francis. Oui, moi j'ai une question simple. Puisqu'on a à Nancy, le roi Stanislas avait un bibliothécaire qui s'appelait Jean-Marie Duval, qui est né un tout petit peu au-dessus de Montbard, très proche, et c'est un contemporain en fait. Est-ce que vous avez connaissance de contact entre Jean-Marie Duval et Buffon? Alors non. Alors Buffon a pas mal de contacts en Lorraine. Alors lui, ça ne me dit rien.
Alors, J'aimerais Duval, c'est un personnage qui nous vient de Lyon, je crois, ou un petit peu au-dessus de Montbard, vers Tonnerre, là. Et il est monté à pied, on dit qu'il est monté à pied depuis son lieu de naissance, en fait, jusqu'au château de Lunéville. Et il a été le bibliothécaire favori de Stanislas, et puis il avait des connaissances extraordinaires. Et donc, il a dû s'inspirer de personnages comme Buffon ou de son entourage pour en arriver à faire ce qu'il a fait au niveau de la cour de Stanislas de Lunéville. Bah, on sait que Stanislas, il y avait des liens entre la cour de Stanislas et Buffon. Alors, il y a le comte de Tressan, par exemple, qui était gouverneur des trois évêchés à un moment donné, mais enfin qui était toujours fourré à Lunéville et qui était un correspondant et un ami, pourrait-on dire, de Buffon. Donc il est parfois cité dans l'histoire naturelle. Et il y a pas mal de lorrains. Je m'étais fait cette réflexion, bon, étant lorrain moi-même, évidemment, ça m'intéressait. Mais bon, évidemment, l'histoire naturelle de Buffon, il y a un poids de la Bourgogne assez monstrueux parce qu'il est bourguignon. Il a fait appel à beaucoup de collaborateurs bourguignons, à tous ses amis qui lui donnaient des renseignements. Mais je dirais que la deuxième province de France, enfin, France au sens large, de l'époque qui est représentée dans l'histoire naturelle, c'est vraiment la Lorraine parce qu'il y a une véritable cour, donc il y a une activité intellectuelle assez foisonnante en Lorraine à l'époque. Et donc il y a l'abbé Bexon qui était originaire de Remiremont. Il y a Sonny de Manoncourt, un autre personnage un peu sulfureux, mais qui était originaire de Lorraine, qui a été aussi très très proche de Buffon, qui a probablement rédigé des morceaux de l'histoire naturelle. Donc il avait vraiment des liens avec la cour de Lunéville. Alors ce personnage, sans doute, il faudrait vérifier s'il est cité dans l'histoire naturelle. Ça ne me dit rien, mais bon, il faudrait. J'ai pas forcément le texte par cœur. C'est un personnage très important, mais bon, je crois qu'il est né en 2700. Donc c'est vraiment un contemporain de Buffon. Et ça mérite d'être examiné, en fait. Oui, sans doute, oui. J'aimerais Duval. Oui, alors Jean-Pierre Jonas, alors un mot, d'accord, un mot à compte. J'aimerais Duval a été bibliothécaire, il a été découvert vers Baccarat par je ne sais plus qui, puis il est arrivé à la cour du roi Stanislas. Mais il s'est intéressé, d'ailleurs, il a été après numismate, bibliothécaire. À ma connaissance, mais c'est à vérifier, il ne s'est jamais intéressé à l'histoire naturelle. Maintenant, il y a plein d'ouvrages sur lui, et s'il a fait de l'histoire naturelle, on l'entourera. Je vous le dirai à ce moment-là, parce que les ouvrages me concernent. Merci de cette précision, merci. Fait partie de la discussion. Alors Jean-Pierre. Oui, je voudrais savoir si je suis le plein de moi. Si Buffon a dérangé dans son époque en écrivant ces livres-là, s'il a été controversé, s'il a été contredit, s'il a jeté un pavé dans la mare, etc., etc. Alors oui, il a été évidemment. Ces théories ont été très très audacieuses et elles ont été contestées. Alors il y a deux choses différentes. Il y a d'une part les aspects religieux et les aspects scientifiques. Donc il a eu quelques démêlés avec la Sorbonne, justement parce que dans les premiers volumes, alors c'est toute une histoire. Au départ, les jésuites en avaient dit du bien. Et probablement que le texte serait passé à peu près inaperçu si les jésuites n'en avaient pas dit du bien, parce que du coup ça a forcé les jansénistes à en dire du mal. Et à partir de là, la Sorbonne a dû se saisir de l'affaire, ce qui a embarrassé un peu tout le monde, parce que bon, Buffon était quand même un personnage lié à une institution monarchique. Et on a trouvé une solution. Buffon a publié dans le 4e volume, donc celui qui est paru en 1753, un échange de lettres avec la Sorbonne où il disait oui, mais ce que je dis, ça n'empêche pas du tout que je sois un excellent chrétien, je crois absolument au dogme, etc. Donc il s'en est tiré comme ça, sans changer une ligne à ce qu'il avait déjà écrit et qui a été d'ailleurs réédité sans arrêt au cours de sa vie. Donc bon, il a été contesté d'un point de vue religieux, mais il s'en est pas trop mal tiré. Sur un plan scientifique, c'est autre chose. Alors c'était moins grave du point de vue des conséquences pratique, mais c'était plus grave pour la postérité, on va dire, parce qu'effectivement ces théories étaient souvent très audacieuses, très très spéculatives, et donc on lui a reproché. Donc ça a contribué. Par exemple, d'Alembert trouvait justement que il y avait pas assez de mathématiques chez Buffon. Lui était partisan d'une approche ultra mathématique des sciences de la nature. Et donc pour lui, Buffon, c'était justement un peu du n'importe quoi, parce que c'était pas du tout fondé sur la rigueur mathématique, c'était fondé sur des sortes de rêveries. Et donc cette idée d'Alembert, elle a été aussi partagée par d'autres. Donc Buffon a été assez largement
contesté pour ça. C'est de ça qu'on trouve l'écho dans le jugement de. Quand il parle des débris des systèmes de Buffon, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Je voulais dire qu'il a inventé des animaux qui n'existaient pas, le kraken, qui. Ah non, ça, C'est lui qui a dit aussi que les baleines, c'était, je crois, des pieuvres qui avaient serré leurs bras pour arriver vers le froid, donc pour avoir moins froid, ça donnait des baleines. Je crois qu'il a aussi, il a un peu rêvé, ou je sais pas, vous êtes plus spécialiste que moi là-dessus. Je me rappelle de ça il y a très longtemps. Ah non, ça, le kraken, c'est pas lui, c'est plutôt, il y a eu toute une espèce comment dire, de délire autour du kraken plutôt au début du 19e siècle. Donc c'est plutôt après lui, c'est j'ai oublié le nom de ce naturaliste, mais enfin lui n'a pas parlé des cétacés, il n'a pas parlé non plus des invertébrés, enfin de ce qu'on a appelé par la suite les invertébrés. Donc de ce point de vue-là, les aspects proprement factuels de la zoologie sont globalement n'ont pas été, c'est pas ça qui a été contesté, c'est vraiment les théories générales sur la formation des planètes, sur la reproduction, ce genre de choses. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il a été contesté. Après, sur les faits de détail, il n'a pas dit trop de choses. Enfin, par rapport à ce qui est une connaissance de l'époque, j'entends évidemment, mais il a été plutôt sage de ce que Ça aurait pu être pire, quoi. Comment? Ça aurait pu être pire. Si vous voulez. Le pire n'est jamais sûr. Alors, Francis Pierre? Oui, juste une remarque. Buffon a quand même bénéficié d'une chose qui a peut-être évité un certain nombre de critiques et qu'apprécieront tous les gens dans cette salle qui se lancent dans l'écriture de livres, c'est qu'il a été édité par l'imprimerie royale. Et compte tenu de sa position par rapport au roi, je pense que ça a facilité quand même les choses. À quoi correspond l'imprimerie royale pour nous? C'est ce qu'on a... Ça serait oui, à peu près l'imprimerie nationale. Oui. Oui, effectivement, et ça lui permettait surtout d'échapper à la censure parce que il était examiné par personne en fait. Il n'y avait pas de privilège. Enfin, il permet, ça court-circuitait le processus normal de publication qui normalement à l'époque requérait un privilège. Et lui, il passait complètement hors de ça. Est-ce que à ce propos, on a des traces de discussion entre les responsables politiques, le roi et Buffon? Est-ce qu'il y avait des échanges ou le gouvernement de la France? Pas grand-chose. En fait, la correspondance de Buffon, enfin, ce qu'il en reste est assez décevant. C'est plutôt une correspondance privée. Alors parfois, il y a des choses scientifiquement intéressantes, mais il y a, enfin, à ma connaissance, il y a peu de traces autres que purement administratives, on va dire, de ces rapports avec le pouvoir. Le roi, on sait qu'il allait à Versailles régulièrement. Enfin, c'était comme un personnage de l'État. C'était un grand serviteur de l'État, donc forcément, il avait des rapports avec la monarchie, plutôt avec le ministre en général. Le fameux ministre qu'il a fait nommer, donc Maurepas, pas de chance pour lui, a été disgracié en 1749. Donc à ce moment-là, Buffon a eu affaire à d'autres personnages, mais enfin qu'il a su se mettre assez bien dans la poche aussi. On le voit parce que simplement il a été sans arrêt soutenu par le pouvoir, ne serait-ce que financièrement. Donc il a géré les choses d'une manière tout à fait sage et satisfaisante de ce point de vue, mais on n'a pas de traces d'échanges qui iraient au-delà justement de ces aspects purement administratifs. D'autres interventions? Oui, Jean-Pierre Alleux. Oui, une petite question. Il est mort en 1788. Oui. Il y a eu la Révolution de 89. Qui lui a succédé au muséum pour la rédaction de l'histoire naturelle? Alors, la rédaction d'histoire naturelle, c'est une chose, le muséum, c'en est une autre. Alors, au muséum, en fait, tout de suite, il a eu un successeur, qui était un personnage qui n'avait aucun intérêt, enfin, qui était plutôt un politicien qui a réussi à se faire nommer à la succession de Buffon, mais qui n'avait pas de compétences en histoire naturelle et qui, de toute façon, a dégagé tout de suite avec la Révolution. Et donc, dès 1793, le jardin du roi a été transformé en muséum national d'histoire naturelle, donc avec
d'autres institutions. Et là, alors il y a eu toute une série de directeurs. Il y a eu Bernardin de Saint-Pierre par un moment, le fameux écrivain qui était aussi naturaliste. Et il y a eu assez vite aussi Daubenton, donc qui a été qui a été le premier en fait directeur du Muséum d'histoire naturelle. La rédaction de l'histoire naturelle, c'est autre chose. Là, le continuateur, c'est la CEPED, qui va donc continuer. Mais ça, alors, la CEPED avait un poste. Hein, il était garde et sous-démonstrateur au temps de Buffon. Par la suite, donc, bon, il va s'éclipser un peu pendant la Terreur, mais après la Terreur, il revient et là, il va obtenir une chaire au nouveau Muséum d'histoire naturelle. Et donc, il va occuper cette chaire ensuite jusqu'à la fin de sa vie, en ayant aussi d'autres activités politiques notamment. Et donc, c'est dans ce cadre-là, mais sans être directeur du muséum, que la CEPED va poursuivre la rédaction de l'histoire naturelle jusqu'en 1804. Oui, Monsieur Buton. Donc, une toute petite remarque, ce couvert de Michel Allanay qui est dans la pièce. Il y a eu un excellent livre sur Tressan qui a été publié aux éditions Gérard Louis, dans lequel on apprend qu'il est ami avec Buffon et qu'il l'avait fait intégrer l'Académie de Stanislas. Voilà, je voulais donner cette petite information. Et il a fait transmettre aussi des informations et les restes, je crois, du nain de Stanislas, Bébé, qui s'est retrouvé au muséum, enfin au Jardin du Roi, et donc Bébé donc se trouve dans l'histoire naturelle. Le texte est rédigé par Daubenton, puisque c'est Daubenton qui fait le catalogue, mais il y a donc un certain nombre d'éléments sur l'anatomie de Bébé dans l'histoire naturelle de Buffon.